Que l'on appartienne au camp des foodies fine bouche ou à celui des mangeurs fonctionnels, les saveurs occupent aujourd'hui une grande partie de notre expérience humaine. Les saveurs peuvent nous replonger en enfance, nous rappeler des souvenirs, nous rapprocher de quelqu'un ou nous connecter avec notre région au pays d'origine. Aujourd'hui, nous allons parler des saveurs qui ont traversé l'Atlantique pour atterrir ici à Ottawa et devenir une connexion entre celles et ceux qui ont choisi de s'établir ici dans l'Ontario français avec le monde. Nos saveurs éveilleront vos papilles et votre curiosité. Nos saveurs sont spéciales parce qu'elles ont une histoire. Nos saveurs renforcent la diversité culturelle de notre communauté. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, nous allons voyager à travers l'expérience d'immigration de plusieurs personnes et nous allons découvrir les saveurs qui les connectent à leur pays d'origine et qui renforcent surtout leur intégration ici au Canada. Bienvenue chères poditrices et poditeurs, je m'appelle Ayoub Jlila, je vais vous accompagner aujourd'hui dans une nouvelle expérience. C'est un nouveau podcast du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton que nous avons nommé Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. Avant tout, je tiens à remercier notre bailleur de fonds Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement et son soutien que nous avons pu réaliser ce podcast. Nos épisodes s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone de 2021. Afin de célébrer cet événement, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton a produit une série de podcasts portant sur le thème des saveurs francophones. Ces podcasts sont une fenêtre pour connaître ceux et celles qui font briller cet organisme fort de ses 25 ans d'existence. Connaître leurs histoires, mais aussi découvrir les saveurs qui les stimulent et qui les rattachent toujours à leurs origines. Dans cet épisode de Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC, nous avons le plaisir d'accueillir une figure du CESOC, mais aussi un nom très connu de la communauté d'accueil qui a bâti une solide réputation d'un battant défendant les causes des minorités et en s'impliquant directement pour améliorer l'accueil des nouveaux arrivants au Canada. C'est un saint, pas n'importe lequel, un saint qui a porté sur ses épaules le CESOC et l'établissement des nouveaux arrivants francophones, voilà de ça 8 ans à peu près. J'accueille Monsieur Saint-Phare-Désir, directeur général du CESOC. Monsieur Saint-Phare-Désir, bonjour. Bonjour Ayoub. Ça va, vous allez bien? Aussi bien qu'on puisse aller en période de pandémie. Alors, moi je suis très content de vous accueillir pour cet nouvel épisode de Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour nous aussi, c'est un plaisir pour les poditrices et les poditeurs qui vont vous écouter aujourd'hui et qui vont découvrir une autre facette de Monsieur Désir, parce que Monsieur Désir est connu de la communauté d'accueil, mais on va découvrir une autre facette de Monsieur Désir. C'est Monsieur Désir qui nous prépare une recette, Monsieur Désir qui nous parle d'une recette très connue d'Haïti. Et d'ailleurs, quelle est la recette dont vous allez nous parler, Monsieur Désir, aujourd'hui? La recette dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la soupe joumon, un terme créole. Là, c'est une soupe au giromon. Le giromon, c'est une sorte de potiron qu'on utilise pour faire cette recette. D'accord. Alors moi, je suis très impatient de connaître cette recette-là. Malgré qu'en préparant cette émission et cet épisode-là, vous m'avez parlé plus ou moins de l'histoire, et la recette, elle est reliée vraiment à l'histoire d'Haïti, elle est reliée vraiment à un événement historique d'Haïti. On va vous laisser le temps de découvrir cette recette-là dans un instant, mais avant tout, moi j'aimerais connaître mieux Monsieur Désir et comment Monsieur Désir a atterri ici au CESOC. Monsieur Désir, c'est un melting pot, je dirais. C'est un élément d'origine africaine et d'origine européenne qui est né en Haïti. Donc, j'ai vécu en Haïti, j'ai fait mes études en Haïti jusqu'aux études universitaires. Et à la faveur de la fin de la dictature des Duvalier, le chaos a commencé en Haïti
et ma femme ne pouvait plus supporter le carreau. On a donc décidé de venir au Canada puisqu'on était déjà des résidents permanents. Et donc, je suis venu comme étudiant pour faire mes études supérieures. J'ai fait une maîtrise en administration des affaires, un MBA, à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Canada, mais je venais assez souvent au Canada parce que presque toute ma famille avant moi, je veux dire mes frères et sœurs qui m'ont devancé, habitaient déjà au Canada. Donc, je venais en visite très souvent. Et je peux vous dire une petite anecdote. Quand je venais au Canada, quand j'étais au Québec, je parlais anglais parce que je ne pouvais rien comprendre à leur joual. Et quand je venais de ce côté-ci à Ottawa, en Outaouais, je parlais en français parce que je ne pouvais pas comprendre les anglophones qui parlaient trop vite. Donc, ça a été mon petit truc pour comprendre, parce qu'au Québec, c'était difficile pour les gens parce que je parlais en anglais, donc il fallait que eux, je leur donnais donc du fil à retordre pour essayer de me parler et tout ça là. Oui. Certains étaient fâchés quand ils apprenaient que j'étais haïtien et que je parlais français. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que je ne comprenais pas nécessairement ce qu'ils disaient, parce qu'à l'époque, je pense que les gens parlaient plus de joual que de français. Définitivement, je pense que c'est une difficulté que les nouveaux arrivants rencontrent, que ce soit dans l'Outaouais, mais aussi ici à Ottawa, ça veut dire dans les deux rives, on a ce problème-là. Quand on arrive, c'est vrai qu'on parle français, peut-être éventuellement on parle anglais, mais c'est difficile en fait de s'adapter aux deux langues. Les deux, 3 premiers mois, c'est un peu compliqué. Et là, vous relevez en fait ce point-là que je pense, ceux et celles qui nous écoutent ont aussi vécu ça dans les deux rives, que ce soit au Québec, mais aussi ici en Ontario. Mais je peux vous dire que ça s'est vachement amélioré. Donc, je peux comprendre n'importe qui parle maintenant au Québec. Ben, je ne suis pas encore allé là. Donc, je ne sais pas si de ce côté-là, j'aurai des difficultés. Ça marche. Monsieur Désir est arrivé ici au Canada parce que, tout simplement, il a suivi la demande de sa femme, ou c'était aussi un rêve de Monsieur Désir de venir ici au Canada, peut-être d'accomplir des choses ici au Canada? Je n'ai jamais rêvé de m'expatrier, pour vous dire la vérité, parce que je vivais bien dans mon pays et je me considérais utile parce que j'étais prof dans mon pays pendant plus de 15 ans. Je travaillais bien et avant de venir au Canada, j'étais le directeur financier de l'une des plus grosses boîtes de vente de voitures en Haïti. Donc, je n'avais aucun besoin d'aller ailleurs. Donc, je me faisais le plaisir de visiter des pays autant que possible parce que j'avais les moyens. Et au fait, en venant au Canada, je n'avais plus ces moyens-là. Parce que, comme j'ai dit à ma femme avant de venir, dès que tu vas mettre le pied dans l'avion, tu ne seras plus la femme d'un directeur, mais la femme d'un étudiant. Oui, beaucoup d'ajustements, je présume, et beaucoup de sacrifices, je présume aussi, pour vous, mais aussi pour votre famille, parce que arriver ici au Canada, malgré qu'on avait un statut de directeur à Haïti, et je sais aussi que vous aviez une longue expérience derrière dans plusieurs organismes, que ce soit en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Donc, faire le choix de venir ici au Canada et de redémarrer plus ou moins à zéro, ça a été une grande décision de la famille de Monsieur Désir. Écoutez, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais fou, que ça ne se faisait pas. J'étais trop bien pour quitter Haïti. Mais moi, ma philosophie, c'est va où tu veux, meurs où tu dois. Et pour le bien de ma famille, je pensais que Haïti était devenu un chaos
mais je m'étais trompé parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le chaos. C'est pire. C'est vraiment une situation très désastreuse. Et je me dis que, heureusement, que j'avais quitté Haïti parce que je serais peut-être mort. Parce qu'il y a des choses que je n'aurais jamais tolérées si j'étais encore en Haïti. D'autant que certains présidents qui sont passés, c'était des amis, des collègues d'université. Je serais peut-être impliqué dans la politique. Donc, je ne serais peut-être pas vivant parce que je ne vois pas un pays sans sa population. Et je crois que la population d'Haïti a besoin d'un mieux-être aujourd'hui. J'en appelle aux Haïtiens qui m'écoutent à bien comprendre que nous avons besoin de changer ce pays. Définitivement, c'est malheureux pour ce pays-là. Tout ce qu'on entend actuellement, l'actualité, elle n'est pas vraiment, elle est morose pour ce pays-là. Mais je dis c'est heureusement pour Monsieur Désir parce que nous, on profite de votre expertise et on profite de votre présence ici au CESOC. Je vais revenir au point du CESOC. Je sais que avant d'arriver au CESOC, vous aviez eu une longue expérience derrière, mais qui vous rattache aujourd'hui au CESOC? Comment vous avez accepté le poste? Parce que au départ, vous étiez coordonnateur du réseau de soutien à l'immigration francophone, c'est-à-dire à votre intégration ici au CESOC, et par la suite, vous êtes devenu directeur général. Donc, qu'est-ce qui vous attache au CESOC et comment vous avez accepté ce poste-là? Ma relation avec le CESOC a commencé depuis que j'étais étudiant en maîtrise. Il y avait un ami qui s'appelle Maouna, qui venait du Togo. Et c'était un partenaire, il était camarade de classe et on travaillait ensemble. Des fois, on faisait des projets ensemble et tout. C'est lui qui m'a introduit à mon ami Pierre Dadjo, qui est un des créateurs du CESOC. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir vu le CESOC naître, mais pas pour très longtemps, parce que j'ai accepté d'aller travailler en Afrique dès que j'ai terminé ma maîtrise. Donc, j'ai connu la création du CESOC, j'ai connu Pierre Dadjo et d'autres personnalités comme Ndema Moussa, et Séverin Ndema Moussa, comme Body Ngoy, des gens comme ça, là, comme Ginette Graton. C'est tous des gens qui étaient des amis de Pierre et qui, ensemble, étaient en train de créer cet organisme qu'on appelle le CESOC. Et ces personnages-là, on les salue parce qu'ils sont toujours dans la sphère du CESOC, ils sont toujours dans la communauté. Absolument, absolument. Et à la faveur d'un retour au Canada en 2004, j'ai refait connaissance avec le CESOC à travers un monsieur dont j'ai pas le nom en tête, qui travaillait au centre catholique. Je suis allé le voir pour une immigrante, pour faire des démarches. Et il me parlait des organismes actuels qui étaient sur le marché. Et il a dit le CESOC. Alors je lui ai dit, mais c'est ça qui existe encore? Il a dit, oui, certainement. Pierre et Séverin, ils sont toujours là. Alors je lui ai dit, donne-moi l'adresse du CESOC, je vais payer une visite à mon ami Pierre. Donc Pierre était très étonné quand il m'a vu. À l'époque, je revenais d'un posting au Cameroun. Et donc, à ce moment-là, il avait un projet et il m'a demandé de travailler sur ce projet avec Ethel Côté. Ce projet, c'était la création d'un guide qui s'intitulait « Se trouver un emploi ». Alors, ce qu'on a fait dans ce guide, avec ce guide, c'est indiquer aux professionnels les différentes opportunités qui étaient à leur disposition quand ils venaient au Canada. Parce que des fois, les gens qui ont un bac en droit, ils pensent qu'ils doivent toujours aller enseigner
ou bien aller travailler, être avocat, aller à la cour. Mais il y a plein de choses qu'un avocat peut faire sans avoir à aller à la cour. Donc, on a profité dans ce guide d'identifier pour les différents métiers quelles étaient les opportunités d'emploi qui existaient au Canada. Après avoir travaillé sur le guide, je suis retourné travailler à l'international. D'accord. En 2005-2006, j'étais en poste au Congo. D'accord. Et à un certain moment, je me suis dit que j'allais retourner en Amérique du Nord. Donc de là, j'ai accepté un poste avec Lutheran World Relief, qui est basé au Maryland, à Baltimore. D'accord. Et donc, je suis rentré en Amérique du Nord. Et l'idée, c'était que je puisse faire en sorte que ma famille puisse me rejoindre en Amérique du Nord, puisqu'on avait vécu en Amérique du Nord auparavant. Mais ma femme préfère le Canada aux États-Unis. Donc, c'était difficile de lui demander de venir me joindre aux États-Unis après l'expérience qu'elle avait faite. Et donc, je suis venu en vacances en décembre 2006. Et là, j'ai dû rencontrer Pierre. Et Pierre m'a dit qu'il y avait un programme, le réseau de soutien à l'immigration francophone, qu'il était en train de préparer pour faire une soumission au ministère. Et qu'il voulait que, si ça m'intéressait, que je vienne travailler pour le CESOC. Je lui ai dit oui, en sachant que moi, je n'étais plus... le Canada n'était plus dans mon radar. Il m'a appelé un jour, j'étais au Maryland, pour me dire, ben, écoute, j'ai eu le projet, tu fais quoi? Je lui ai dit, bonne chance. Et là, il a compris que je n'étais pas très intéressé et qu'il lui fallait faire autre chose. Donc, il a pris contact avec ma femme, qui a joué de son influence pour que j'accepte de revenir au Canada et de venir travailler au CESOC. À la vérité, les gens de Lutheran étaient renversés, ils ne voulaient pas que je quitte, ils voulaient augmenter mon salaire et tout ça là. Je leur ai dit, écoutez, derrière l'argent, il y a les gens. Donc je savais que revenir au CESOC, ce n'était pas juste une question de retourner vivre avec ma famille au Canada, c'était aussi une occasion de pouvoir faire la promotion de l'immigration et de pouvoir, à ma façon, faciliter l'intégration des immigrants francophones, ce qui n'était pas facile en Ontario, qui ne l'est pas, toujours pas. Donc c'est comme ça que j'ai accepté de venir prendre le poste de coordonnateur du réseau. D'accord. Donc, alors, conclusion de ça, on peut dire merci Madame Désir. Certainement, c'est toujours merci Madame Désir. C'est certainement toujours merci Madame Désir. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, Monsieur Désir, c'est que Monsieur Désir porte toujours sur ses épaules sa famille. Et aujourd'hui, il porte sur ses épaules une autre famille qui est le CESOC. Parce que après votre passage dans le réseau, vous avez accepté, après une proposition, vous avez accepté le rôle et le poste aussi de directeur général que vous occupez, voilà, 8 ans. Depuis 2012, vous êtes à la tête du CESOC. Et depuis 2012, il s'est passé beaucoup de choses au CESOC parce que c'était un peu difficile au départ. Moi, quand j'ai intégré le CESOC, on m'a raconté cette histoire-là. Je souhaiterais un jour qu'on raconte aussi cette histoire-là à tous ceux et celles qui nous écoutent. Mais c'était un peu difficile, malgré ça, vous avez porté encore ce challenge-là pour redresser le CESOC qui était dans une mauvaise posture et vous l'avez remis au droit chemin et aujourd'hui le CESOC il est dans une expansion extraordinaire parce que depuis votre arrivée, on peut dire que l'équipe a doublé, on est à peu près une trentaine aujourd'hui au CESOC avec des projets grandioses pour la communauté, des projets grandioses aussi pour les immigrants francophones et aujourd'hui le CESOC est, on
peut le dire, c'est un des plus grands organismes qui reçoivent et qui accueillent les nouveaux arrivants ici à Ottawa. Oui, monsieur Désirlis. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, je vais dire aujourd'hui que nous avons été, que le CESOC a été victime d'une méchanceté de la part du gouvernement du Canada. Et nous sommes encore victimes de cette méchanceté, dans le sens que, à cette époque-là, notre ministère de tutelle remboursait au CESOC les montants qui sont dépensés. Et donc, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, ce n'est pas nécessaire, on a eu des retards de paiement de la part de notre ministère de tutelle. Et on a eu des retards de paiement de salaire aussi. Le travail qu'on avait à faire était plus important que le salaire ou quand est-ce que le salaire arrivait. Cependant, avec Revenu Canada, que vous ayez payé vos salaires ou pas payé vos salaires, vous devez des taxes. Et donc, on a payé des taxes en retard en raison du fait qu'on recevait des paiements en retard du gouvernement. Et Revenu Canada nous a chargé des pénalités et intérêts de plus de 150 000 dollars que nous avons dû payer, alors que la faute, c'était la faute du gouvernement. De la main gauche, le gouvernement ne payait pas à temps, et de la main droite, le gouvernement nous pénalisait. Et c'était le même gouvernement, le même pays. Je n'ai jamais pu comprendre cette affaire-là. J'ai fait toutes sortes de démarches pour arriver à me faire rembourser par Revenu Canada. Ça n'a jamais abouti. Et j'avoue que j'irai dans ma tombe avec un goût amer à la bouche, en sachant que nous avons été pénalisés indûment par ce gouvernement. Quand j'ai pris le CESOC en main, et donc c'était un combat de pouvoir relever le CESOC de cette situation où on était. Donc tous les employés du CESOC, je leur dois quand même une reconnaissance, ont accepté de mettre la main à la pâte. Les employés ont accepté de mettre la main à la poche pour pouvoir voir à la pérennité de cet organisme qui est très important pour la communauté. Je pense que les choses changent parce qu'aujourd'hui même, les bailleurs de fonds s'adaptent aussi à cette réalité-là. Et d'ailleurs, ce projet-là, c'est-à-dire le podcast du CESOC, est rendu possible grâce au financement de notre bailleur de fonds principal qui est IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qu'on remercie beaucoup pour ce financement-là. On va passer à un autre registre, monsieur. Je dois aussi dire, pour l'histoire et pour la vérité, le fonctionnement de IRCC a beaucoup changé. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait des avances et ça nous permet de fonctionner de façon saine, sans avoir à se préoccuper de est-ce qu'on va pouvoir faire la paie, est-ce qu'on va... Puisque ces avances nous permettent de fonctionner normalement. Ça, c'est une très bonne chose et j'en suis très reconnaissant au ministère pour avoir fait ce virage. Donc, je dois dire que les choses ont changé. Tout à fait. Comme quand je venais, je ne comprenais pas le joual. Maintenant, c'est plus joual, c'est plus ou moins le français. Donc, les histoires du passé sont passées, mais le passé doit inspirer l'avenir. Là, monsieur Désir, on va passer à un autre registre et on va parler du vif du sujet. Aujourd'hui, vous avez accepté de nous parler lors de cet épisode-là pour nous parler en fait d'une recette qui est spéciale, une recette typique de Haïti. Et cette recette-là, vous allez écouter, chère poditrice, chers poditeurs, elle est reliée à une histoire de Haïti. On aimerait bien connaître cette histoire-là et cette recette-là de la part de monsieur Désir. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, la recette, c'est la recette de ce qu'on appelle la soupe joumou. La soupe joumou, c'est une soupe que les Haïtiens préparent
tous les 1er janvier pour commémorer l'indépendance d'Haïti. Donc c'est une recette qui est liée à l'existence même de ce pays libre, de ce premier pays noir, pour ne pas dire nègre, libre du monde. Et donc c'est pour ça que moi j'ai dit c'est une recette universelle qui rappelle le moment clé de notre histoire où on a décidé de mettre un terme à l'esclavage. Et à partir de ce moment-là, c'était pas juste une histoire pour Haïti, c'était que Jean-Jacques Dessalines avait déclaré que tout être humain, n'importe où il se trouve sur la terre, peut venir en Haïti pour jouir de la liberté. Et quand la personne mettait le pied en Haïti, c'était un Haïtien. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine de cette personne-là, si c'est quelqu'un qui cherche la liberté se trouve en Haïti. Donc, l'origine de cette recette, les historiens ne se sont pas mis d'accord sur l'origine. Il y en a qui disent que c'est une soupe que les esclaves préparaient pour leur maître, mais ils n'avaient pas le droit d'en manger eux-mêmes. Et c'est pour cela que la femme de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, ce jour-là, le jour de la déclaration de l'indépendance d'Haïti, a décidé d'en faire une recette universelle, de donner à tout le monde de la soupe Joumon. Mais il y a d'autres qui disent que ça n'a rien à voir avec les colons. C'était pas parce que les colons étaient les seuls qui pouvaient avoir droit à la soupe Joumon. C'était une façon pour la femme de l'empereur de réunir tous les produits d'Haïti dans une recette et faire en sorte que tous les Haïtiens puissent en bénéficier. Et comme c'était une journée de réjouissance, donc on a préparé un plat de réjouissance aussi, un plat de résistance. La soupe Joumon, c'est une soupe qui est préparée à base du giromon, qui est une sorte de potiron, de pumpkin, dont la pelure n'est pas comestible, mais l'intérieur est comestible. Ça a une allure jaunâtre. Et on fait une soupe avec ça. Et dans la soupe, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, à l'époque, on a mis toutes sortes de légumes, toutes sortes de tubercules. On a mis, ma foi, presque tout ce qu'il y avait comme produit comestible en Haïti dans cette soupe-là. Donc, il y avait même la banane plantain. Donc, c'était un peu de tout. C'est de l'igname, tout. Et aussi de la viande. Okay? Donc, c'est une soupe que tous les Haïtiens se font le devoir de préparer tous les 1er janvier. Et une chose particulière, c'est qu'il faut en préparer en quantité, de façon à ce que si quelqu'un vous visite le 1er janvier, que vous ayez un bol de soupe à donner à cette personne-là pour qu'on puisse partager ensemble l'indépendance, commémorer ensemble l'indépendance d'Haïti. Donc, tous les Haïtiens, partout où ils sont, le 1er janvier, si tu vas visiter un Haïtien qui se trouve à Moscou, il y aura la soupe Joumon. Un Haïtien qui est à Tombouctou, il aura sa soupe Joumon. Vous pourrez bénéficier d'un bol de soupe et commémorer avec cet Haïtien-là l'indépendance d'Haïti, mais qui était aussi un fait international qui indiquait la fin de l'esclavage dans ce petit coin qu'on appelle Haïti. Aujourd'hui, est-ce que M. Désir goûte à cette soupe-là au-delà de, ça veut dire, à part le 1er janvier, est-ce qu'il prépare aussi cette soupe-là, je ne sais pas, à n'importe quel jour, n'importe quel... s'il veut vraiment se rappeler un peu de son Haïti natal, est-ce qu'il prépare la soupe Joumon?
Aujourd'hui, la soupe joumon est devenue un plat De la de gastronomie la haïtienne. gastronomie haïtienne. Donc, il y a des Haïtiens qui en préparent tous les dimanches. Il y en a d'autres qui se font le devoir de réserver cette soupe pour le 1er janvier pour rappeler l'indépendance d'Haïti. D'accord. Mais la vérité, c'est qu'à quel que soit le moment où un Haïtien prend un bol de soupe joumon, ça lui rappelle son indépendance, ça lui rappelle son histoire. Ça rappelle sa fierté aussi de faire, de faire partie de cette nation-là. Exactement. Si je demande à Monsieur Désir qui prépare la soupe joumon, est-ce que Monsieur Désir en personne ou Madame Désir? Monsieur Désir prépare, Madame Désir prépare. Je ne vais pas dire quelle soupe est la meilleure. On peut demander à Madame Désir, par contre. Vous pourrez toujours lui demander. Mais tous les Haïtiens, je pense, qui savent cuisiner, savent préparer la soupe joumon. Parce qu'en réalité, c'est pas un mets difficile à préparer. Il suffit d'avoir le joumon et d'avoir les condiments qui viennent avec. Les tubercules, la patate douce, la pomme de terre, toutes sortes de tubercules et toutes sortes de légumes. On peut y mettre de tout. Et de la viande, si on mange de la viande, et dépendamment de sa foi, de la viande de bœuf ou de la viande de porc, on y met un peu tout dans la soupe joumon aujourd'hui. Parce que c'est une soupe vraiment universelle. C'est comme pour dire que ce mets-là réunit tout le monde. Parce qu'on peut y mettre un peu de tout. C'est un mets fédérateur des Haïtiens. C'est un mets fédérateur des Haïtiens. Si je vous dis un mot de la fin, Monsieur Désir, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux et celles qui nous écoutent, à la communauté d'accueil? Le mot de la fin, pour moi, ça serait pas seulement de reconnaître que nous sommes sur un continent non cédé, mais de célébrer la manière dont les Premières Nations ont accueilli ceux qui sont venus ici avant nous. Et cet accueil a fait en sorte que nous puissions être ici aujourd'hui. Ils les ont accueillis sans se poser de questions s'ils venaient de l'Afrique, de l'Asie. Ils ont accueilli des êtres humains parce qu'ils voulaient créer l'opportunité pour ces gens-là de vivre en communion avec eux, le vivre ensemble, le vivre dans le respect de la nature. C'est quelque chose qui nous a été transmis par les Premières Nations. Je dirais que mon souhait, c'est que les hommes puissent revenir à cette façon de vivre que les Premières Nations nous ont inculquée. Vivons ensemble dans le respect des autres, sans se demander est-ce qu'ils viennent d'Haïti, du Congo ou de la Roumanie. Dès qu'on arrive sur cette terre, on devient des Canadiens et on doit apprendre à vivre ensemble dans l'absence de toutes sortes de préjugés qui entravent une bonne harmonie de vie entre les hommes. C'est vrai que Rousseau a dit que l'homme est irrémédiablement taré, mais j'ose espérer que nous pourrons faire taire Rousseau dans sa tombe. C'était un réel plaisir pour moi de vous écouter encore une fois, de vous découvrir et découvrir une autre facette de Monsieur Désir, au-delà de la facette du gestionnaire, au-delà de la facette du père de famille. C'est une autre facette qu'on découvre aujourd'hui et qu'on fait découvrir aussi à ceux et celles qui nous écoutent, à la communauté d'accueil. Merci beaucoup, Monsieur Désir. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous la soupe joumon.
Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode de votre podcast Recettes et Jazettes, les saveurs du Cézoc. Si vous voulez découvrir la recette mise à l'honneur aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site web www.cezoc.ca. Dans l'onglet podcast, vous allez trouver les ingrédients ainsi que les étapes de préparation. Ce podcast sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Nous remercions encore une fois notre bailleur de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement que ce podcast est rendu possible. Je vous dis à très vite.